Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma, comme sur les plateformes de streaming, mais ça je crois que vous le savez maintenant parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle. Et je suis désolée de vous apprendre qu'il n'y a pas d'introduction particulière pour la vidéo du jour. C'est pas faute d'être sortie de ma grotte pour essayer de recruter un requin histoire de vous faire une introduction sympathique. En témoignent ces quelques images d'archives. Croisé aucun, à croire que les mégalodons qu'on voit dans les films ne sont pas réels. Donc malgré l'absence d'une rencontre IRL de quelques requins pour venir étoffer mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de non pas un, mais deux films qui sont issus de la même saga et qui tournent autour de la thématique du requin. J'ai nommé le film En eau trouble, sorti il y a quelques années, et le très récent En eau très trouble. Alors il faut savoir que je n'attendais absolument rien de ces deux films, mais comme mon cinéma proposait une soirée spéciale où il reprojetait le premier que je n'avais d'ailleurs jamais vu et où il projetait en avant-première ce nouvel opus, je me suis dit que ce serait une bonne soirée à passer entre potes et un bon sujet de vidéo à partager avec vous. C'est donc notre sujet du jour, servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. Moi je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve pour chasser le gros requin juste après. Avant toute chose et comme pour toute vidéo, je vous rappelle que vous avez un sommaire pour vous repérer facilement dans la vidéo, d'autant plus qu'aujourd'hui on parle de deux films, le premier En eau trouble et le second En eau très trouble, donc si vous voulez passer directement au second, le plus récent, n'hésitez pas à utiliser le sommaire. Et j'en profite pour vous demander, si jamais vous utilisez le sommaire, de me le signaler en commentaire pour savoir si c'est quelque chose qui vous est utile dans votre visionnage ou pas du tout. Moi je le fais par habitude, je continuerai de le faire parce que je trouve que ça facilite la lecture, parce que c'est quelque chose que moi-même j'utilise en tant que spectatrice YouTube. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, fin de la parenthèse. Alors, au nom du respect de la chronologie, je vous propose de commencer très rapidement par le premier film En eau trouble, puis on se concentrera particulièrement sur l'actualité récente, c'est-à-dire le second film En eau très trouble. Le premier est sorti le 22 août 2018, comme je vous l'ai dit, je ne l'avais pas du tout vu à l'époque, je l'ai pas vu depuis non plus, et je n'en avais pas du tout entendu parler. Après, il faut savoir que les films de catastrophes de requins, c'est pas forcément un genre qui m'attire particulièrement. Les seuls que je connais, ça va être évidemment Les Dents de la Mer ainsi que Sharknado, je pense que c'est à peu près tout sur ma culture requinesque au cinéma. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a des incontournables de films de requins que je devrais voir, parce que pourquoi pas en fait pour enrichir ma culture cinématographique, mais vraiment c'est pas un genre qui m'attire particulièrement, donc ça m'étonne pas que le premier film soit passé totalement à côté. Il dure 1h53 et c'est un film de type action, SF, donc science-fiction, ce qui m'a plutôt surprise, j'avoue quand je me suis renseignée sur le film, mais pourquoi pas me direz-vous. En eau trouble, ou The Meg de son titre original, était réalisé par Jon Turteltaub, je pense que ça se prononce comme ça, et Jon Turteltaub, c'est un réalisateur qui a fait une des sagas cinématographiques que j'aime le plus, même si c'est clairement pas un chef-d'œuvre absolu, c'est vraiment une saga de mon enfance, une saga doudou, une saga qui me remonte le moral, c'est les films Benjamin Gates avec Nicolas Cage. Il a d'ailleurs fait un autre film avec Nicolas Cage qui lui par contre est bien moins bon, c'est L'Apprenti sorcier. Pour le coup, je vous le recommande pas. Mais en tout cas, c'est un réalisateur auquel j'ai plutôt envie de faire confiance parce qu'il a réalisé une de mes sagas de chasseurs de trésors favorites. Je vous renvoie d'ailleurs vers mon top 10 des films de chasse au trésor si vous l'avez pas vu. Parce que du coup, je parle de Benjamin Gates, ou Benjamin Gates pour ceux qui prononcent à la française, et de plein d'autres films, donc n'hésitez pas à les voir. Au casting de ce premier film, on retrouvait Ruby Rose. Ruby Rose, c'est une actrice que je trouve absolument magnifique et que j'apprécie de voir, et je suis un peu déçue de voir qu'elle a pas plus de rôles intéressants. On a pu la voir dans John Wick 2 où elle jouait un rôle très secondaire. Même chose dans le film Pitch Perfect 3 où elle apparaissait mais c'était là aussi un rôle secondaire. Elle a eu un rôle plus important dans la série Orange is the New Black, mais je trouve vraiment que c'est une actrice qui est pas assez mise en avant parce que, en plus d'avoir un look très androgyne que je trouve assez charismatique à l'écran, je trouve qu'elle joue plutôt bien et c'est dommage qu'on la voit pas plus. À ses côtés dans ce premier film, on retrouve Cliff Curtis qu'on a pu voir l'année dernière dans Avatar 2, ou encore Li Bingbing qui avait fait une apparition dans Transformers l'âge de l'extinction. Et oui, je sais, j'ai commencé le casting par la fin puisque on ne peut pas parler de ces films sans parler de l'acteur qui les porte, les incarne, voire est le seul intérêt de la saga, j'ai nommé Jason Statham.
Donc Jason Statham, c'est Hypertension, c'est Le Transporteur, c'est Fast and Furious, j'ai toujours pas vu le dernier d'ailleurs, et c'est Expendables, etc. C'est vraiment l'une des figures iconiques de films d'action, et c'est un acteur avec qui j'ai une relation un peu amour-haine, parce qu'à la fois, voir un de ses films, c'est une promesse d'un bon petit film d'action, et d'un autre côté, je trouve pas que ce soit particulièrement un bon acteur, vu qu'il joue toujours lui-même. Parce que dans les films dans lesquels il joue, il incarne pas quelqu'un d'autre que lui-même, donc on suit les aventures de Jason Statham. Jason Statham conduit une voiture, Jason Statham escalade des immeubles, Jason Statham enquête, Jason Statham fait des arts martiaux, ou Jason Statham conduit encore des voitures encore plus puissantes dans le dernier Fast and Furious. Donc je sais pas trop comment me positionner, j'attends pas de lui un acting particulier, mais j'attends au moins que aller voir un de ses films ce soit une bonne promesse d'action. Et d'après le pitch, c'est ce à quoi correspond ce premier film en eau trouble. On va suivre Jason Statham qui cette fois-ci incarne le rôle d'un sauveteur en eau très profonde, donc il va chercher les gens dans les sous-marins ou les gens qui sont coincés très très profondément dans l'eau. Et qui est vraiment la personne qu'on appelle lorsque les situations sont absolument désespérées, et ça va justement être le cas pour une équipe de chercheurs en milieu marin qui s'est enfoncée bien trop profondément dans la fosse des Mariannes, qui est connue comme étant le lieu le plus profond des océans dans le monde. Ils ont essayé d'aller explorer cette fosse des Mariannes, et c'est là que l'aspect science-fiction apparaît, puisqu'ils ont une technologie de dingue, et que dans la fosse des Mariannes, il y aura en fait une espèce de bulle de chaleur dans lequel se serait développé et serait coincé un écosystème complètement différent de celui des océans, sauf que malheureusement nos chercheurs se restent coincés tout au fond, et qui c'est qu'on appelle Jason Statham. Sauf que malheureusement, tout au fond de la fosse des Mariannes, en plus de nos chercheurs et de tout un tas d'espèces inconnues, il y a aussi la réminiscence d'une espèce préhistorique qu'on pensait éteinte, les mégalodons, qui sont des espèces de requins mais énormes. Donc voilà un petit peu pour la présentation du film, je vous l'ai dit, j'avais pas du tout d'attente, c'était un film à côté duquel j'étais complètement passée en 2018, et honnêtement, j'ai passé plutôt un bon moment devant ce premier opus. L'humour est correctement dosé, l'action aussi, je trouve que le rythme du film en lui-même de ce premier film est très très bien fait. J'ai pas du tout senti le temps passer, j'ai trouvé que l'action était vraiment très régulièrement posée. J'ai d'ailleurs été agréablement surprise de comment ils font évoluer la narration. Chaque fois je me disais oh non on va passer 15 ans pour sortir le sous-marin de là, oh non on va passer 15 ans pour le combat avec le requin. Et en fait c'est assez fluide, il passe d'une scène d'action à une autre pour diversifier un peu et pour pas que tu sois lassé. Jason Statham fait du Jason Statham, donc il conduit des jet skis, des sous-marins, il nage, il plonge, il sauve des gens, il met pas le gilet de sauvetage et il accroche pas sa ceinture. C'est pour ça qu'on va voir un de ces films et on est servi dans ce premier film. Les personnages secondaires sont plutôt intéressants. L'intrigue est bien ficelée, c'est-à-dire que en soi, oui, l'histoire est absurde, mais bon, quand tu vas voir le film, t'as la suspension d'incrédulité, tu lui accordes son pitch de base où il y a un écosystème entier dans la fosse des Mariannes et ils ont la technologie pour y aller, et le film reste cohérent par rapport à ce qu'il nous présente de base, il nous prend pas à revers, on n'est pas perdu, franchement, j'ai passé plutôt un bon moment devant ce premier film, et j'ai trouvé d'ailleurs que les personnages étaient relativement attachants. La petite fille, qui a certes absolument rien à faire là, est un personnage qui est plutôt intéressant, la relation entre Jason Statham, qui s'appelle Jonah, mais on va l'appeler Jason, et l'une des chercheuses est plutôt touchante, les différentes phases d'action fonctionnent bien. Il y a un personnage qui sert de sidekick rigolo qui est plutôt fun et plutôt marrant, donc honnêtement j'ai pas grand chose à reprocher au premier film. C'est pas un film exceptionnel, mais c'est un film d'action gentil et sympathique autour du thème des très gros requins et qui est assez diversifié dans ses phases d'action pour te permettre de pas du tout voir passer les 1h50. Donc de ce côté-là, j'ai eu plutôt une bonne surprise et je regrette d'ailleurs d'être passée à côté en 2018. Donc franchement, ça c'était vraiment une très bonne expérience. Et c'est donc dans cet état d'esprit très agréablement surpris que j'ai découvert le second film en eau très trouble. Et c'est le moment dans lequel je vais faire ma parenthèse. Vous le savez, je râle constamment sur les traductions de titres en français, et j'aurais probablement râlé s'il y avait eu que le premier film parce que En eau trouble c'est absolument nul comme titre. En soi, The Meg, au moins ça te dit qu'on va parler de mégalodon, ils utilisent l'espèce d'abréviation qu'ils utilisent dans le film, ça casse pas trop pattes à un canard en anglais, mais bon, En eau trouble, le titre 1 était ridicule, mais à partir du moment où il y a deux films, ça devient fun. J'espère en fait que la personne qui a pensé le titre 1 s'attendait à ce qu'il y ait une suite pour pouvoir ajouter ce En eau très trouble, parce que je trouve ça très drôle. D'habitude je râle, mais là je laisse passer parce que je trouve que la succession de En eau trouble, En eau très trouble fonctionne beaucoup mieux que la succession The Meg 2, The Meg 2 c'est nul. Ils auraient dû rajouter The Mega Meg ou The Megs avec des S, parce que pour le coup le titre anglais du 2 n'a aucun intérêt, alors que notre titre français du 2 fonctionne tellement bien. Ce sera probablement le seul moment de l'année où je vais plussoyer la traduction absurde d'un titre français, mais là je plussoie plus. Ceci étant dit, ce second film en eau très trouble est sorti le 2 août 2023, c'est-à-dire mercredi dernier. Il dure 1h56, donc à peu près la même durée que le précédent, et il est cette fois-ci de type aventure, action,
complète disparition du côté SF, même si en soi on a toujours la même technologie et le même concept de fosse des Mariannes, mais pour le coup j'ai pas du tout retrouvé l'indication SF dans les fichages récents de ce nouveau film, donc on va partir du principe que c'est simplement un film d'aventure et d'action. Après je crois que personnellement j'ajouterais comédie pour ce second film, mais on va en reparler. Alors, malheureusement ou heureusement, ça dépendra des points de vue, ce second film n'est pas réalisé par John Turteltaub, mais par Ben Wheatley. Ben Wheatley, c'est un scénariste et réalisateur britannique, qui pour le moment s'est fait remarquer en 2015 pour son film High Rise, que personnellement je n'ai pas vu, donc je pourrais pas vous donner un avis, et en 2020 pour la réadaptation du livre Rebecca pour Netflix, qui a été une énorme déception pour moi, vraiment, vraiment. J'ai grandi avec le Rebecca de 1940 que ma mère adore comme film. Alors en soi, il a énormément vieilli, c'est sûr, mais j'apprécie l'histoire de Rebecca et j'étais très contente de voir qu'il faisait un remake moderne, et alors ce remake moderne est absolument... je le déshérite. Il n'aura pas d'héritage. Non, vraiment, j'ai été extrêmement déçue par ce film, donc j'avoue que la voir à la réalisation, ça me rassurait pas énormément. Au casting, très peu d'acteurs sont de retour, mais on a quand même Cliff Curtis et bien évidemment Jason Statham, puisque c'est un film en son honneur. Et concernant l'histoire que nous raconte ce second opus, c'est la suite directe du premier, mais quelques années plus tard. On peut d'ailleurs supposer, au vu de comment a grandi la petite fille, que chronologiquement c'est à peu près pareil que notre temps à nous, donc entre 2018 et 2023, il s'est écoulé 5 ans, je pense que dans le film il s'est écoulé à peu près la même durée. On retrouve Jason Statham qui n'est plus sauveteur en mer, mais qui est devenu un espèce d'éco-terroriste marin / responsable de la sécurité d'un complexe de recherche technologique qui élève et qui sert de cage à un mégalodon. Voilà, je pense que je pourrais pas faire mieux au niveau du contexte. Et alors qu'on avait cru comprendre dans le précédent film qu'il mettait fin aux recherches dans la fosse des Mariannes parce que c'était trop dangereux et qu'en plus ça risquait de détruire l'écosystème, on découvre en fait que dans ce second opus, ils y sont retournés et qu'ils y ont intensifié les recherches en modernisant leurs appareils pour leur permettre de descendre encore plus profondément, d'y rester, d'y mener des recherches et en plus d'être équipés d'exosquelettes qui leur permettent de supporter la pression du fond de l'océan. Pour moi, le côté SF, il y a encore, mais bon. Tout cela pourrait en soi plutôt bien se dérouler, mais vous vous doutez bien que la menace des mégalodons, toujours présent au fond de la fosse des Mariannes, ainsi que de celui qu'ils ont décidé d'avoir comme animal de compagnie, risque de poser un tout petit problème, et que la concurrence économique pour l'exploitation des ressources de la fosse va également entrer en jeu. Tout cela menant bien évidemment Jonah, aka notre Jason Statham national, à devoir sauver la situation et peut-être le monde. Mais avant de sauver ou non le destin du monde, je vous propose de revenir plus en détail sur ce film-là, qui est donc la plus récente des deux sorties. Le film est filmé comme le précédent, il n'y a pas vraiment de rupture esthétique, que ce soit au niveau des décors, au niveau de l'apparence des mégalodons, ou au niveau de la façon dont est filmée l'action. C'est très académique, c'est très hollywoodien, j'ai envie de dire, ça ressemble à peu près à tous les films d'action que vous avez pu voir dans votre vie, avec des scènes motorisées, des scènes de combat, des scènes de course-poursuite, des explosions. C'est assez classique, c'est relativement diversifié comme dans le premier film, même un peu trop, mais ça on y reviendra. Mais il faut reconnaître que ça fait le taf. Après, j'émettrais quand même quelques réserves au niveau des effets spéciaux. Tout ce qui est filmé en sous-marin fonctionne aussi bien que dans le premier, on n'a pas vraiment de dégradation. Après, je suis pas certaine que ce soit ultra réaliste parce qu'il me semble que les déplacements marins sont quand même beaucoup plus compliqués que ceux dans le film. Mais ça, on peut le mettre du côté SF, nouvelle technologie de la force, donc c'est pas gênant. Là où par contre, au niveau des effets spéciaux, j'ai été un peu déçue, c'est que dans ce second opus, on voit quand même beaucoup plus et de beaucoup plus près les requins. Et plus si affinité d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des requins au niveau des effets spéciaux. Dans le premier, on les voyait peu, c'était une menace sourde, assez distante, il n'y avait pas vraiment énormément de gros plans, donc même si les effets spéciaux étaient pas forcément à la pointe de la technologie, c'était pas gênant. Dans ce second opus, c'est quand même beaucoup plus gênant parce qu'on voit beaucoup plus les créatures et qu'il y a beaucoup de scènes d'action qui nécessitent elles aussi des effets spéciaux, et j'ai l'impression qu'ils ont été un peu dépassés par la masse des effets numériques à faire dans le film parce que j'ai trouvé que la qualité était vraiment pas digne d'un film de 2023. On est vraiment sur une qualité année 2000 max 2015 pour le coup, par rapport à d'autres films qu'on a pu avoir récemment qui se passent sous l'eau, et par rapport à d'autres films où on va avoir des kraken par exemple, comme dans Pirates des Caraïbes où ça fait quand même longtemps qu'ils sont sortis. Là on est quand même vachement en dessous. Il y a quelques moments où c'est franchement pas très beau et où les créatures ont pas un aspect très joyeux. En cela, au niveau des effets spéciaux, ça m'a fait penser au terrible film 65 La Terre d'avant, on est à peu près au même niveau, et c'est dommage. On voit qu'ils voulaient faire quelque chose, on voit qu'ils ont été très ambitieux dans leur volonté d'effets visuels, mais c'est trop, c'est clairement trop, c'est de la débauche d'effets visuels, mais du coup la plupart sont mal faits ou moyens, parce que soit ils se sont pas laissé le temps, soit ils se sont pas laissé le budget, ils ont été juste trop ambitieux dans leur demande par rapport aux gens qui étaient là pour les faire.
C'est vraiment dommage parce que la créature c'est littéralement le centre du film, là où les créatures au pluriel pour le coup dans ce second opus, et le fait que ça ce soit cracra à l'image, bof. Et malheureusement c'est pas la seule chose bof, voire très bof du film, car nous allons passer du côté de l'humour. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé le premier film drôle, sans plus, mais c'était pas très grave parce que le premier film n'était pas une comédie, c'était un film d'action où il y avait quelques côtés un petit peu potachon, un petit peu film d'action fun, où on déconne entre potes. D'ailleurs j'avais bien aimé dans le premier opus les blagues de geeks, parce que les mecs qui gèrent les ordinateurs dans ce genre de saga, c'est les geeks in the chair du héros local, donc ici de Jason Statham, et du coup ils faisaient des blagues de geeks que personnellement je trouve drôles parce qu'elles me parlent. Mais à part ces quelques petites blagounettes par-ci par-là dans le premier opus, il n'était pas du tout orienté comédie, donc l'humour n'était pas un sujet central. Mais là, quand je vous ai dit en introduction que le film avait un côté comédie, c'est vraiment que j'ai l'impression que le film est entièrement conçu au second degré, ou du moins que pour survivre mon visionnage, je l'ai regardé au second voire au 10e degré. J'espère que vous suivez ce que je veux dire. En soi, il y a quelques blagounettes, mais il y a surtout des scènes qui sont tellement absurdes, notamment le retour du gimmick du chien, mais multiplié x 60, et tout un tas d'autres moments qui sont plus cyniques, satiriques que vraiment premier degré, ou du moins je l'espère, que je pense que ce film-là a un côté nanardesque, inassumé, je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas j'ai trouvé ça assez désastreux. Dans l'absolu, je suis pas contre le fait de donner à ton film un second, voire un millième degré. Je suis même plutôt cliente de l'aspect humour noir, de l'aspect satirique d'un film. Un film qui se moque de lui-même, moi j'aime plutôt bien. Le problème c'est que notre film là, En eau très trouble, il va pas assez loin dans sa démarche pour vraiment se moquer de lui-même. Il va pas assez loin dans son délire. C'est pas comme Violent Night dont on avait parlé Noël dernier, qui allait au bout de son délire. Il se moquait de la figure du Père Noël, il se moquait de la figure du héros, tout le monde en prenait pour son grade et du coup c'était drôle. Là le problème c'est que le film essaye quand même de garder de la contenance, ou plutôt le personnage de Jason Statham cherche à garder de la contenance dans le film, et c'est vraiment dommage. Il aurait pu faire un second film qui est une sorte de d'exagération satirique du premier, je pense que ça aurait marché, mais pour cela il aurait fallu que Jason Statham, ou plutôt Jonah, notre héros, fasse preuve d'un petit peu de retour critique sur lui-même, ce qui je trouve n'a pas été le cas dans ce second opus et qui du coup ne permet pas au film de vraiment rentrer dans le côté satirique de la force. Pour vous donner un exemple, cette espèce de regard satirique sur lui-même et sur sa position de héros tout puissant, c'est quelque chose qui arrive très très bien à faire The Rock dans ses films, mais que là ils ont pas réussi à mettre en place autour du personnage de Jonah. Je sais pas si c'est du fait de l'acteur, je sais pas si c'est du fait de l'écriture, mais du coup pour moi le côté comédie se limite, le côté comédie ne va pas assez loin pour que ce soit vraiment satirique et drôle, et donc ça tombe à l'eau et c'est juste un peu malaisant et un peu ridicule. Donc de ce côté-là, je suis même pas certaine de pouvoir vous dire que le film est nanardesque. De temps en temps, tu sens qu'il pourrait aller plus loin, il pourrait carrément exagérer son truc, et non, il se retient, il est en mode « Ah non, nous on reste un peu classe quand même ». Et c'est dommage. Et c'est d'autant plus dommage qu'on n'a pas encore abordé le truc le plus catastrophique du film. Car oui, je vais employer des qualificatifs comme catastrophique ou désastreux parce que nous allons parler de la narration. Le film n'a aucune cohérence. Il foule du pied le semblant de cohérence que le premier film avait réussi à mettre en place, et comme je vous l'avais dit, ça m'avait d'ailleurs plutôt agréablement surprise parce que certes, il y avait de la suspension d'incrédulité au début du film et tu devais accepter 2-3 trucs, le truc dans la fosse des Mariades, la SF, la technologie avancée, mais ensuite le film était cohérent du début à la fin. Là, il n'y a aucune cohérence. Zéro, nada, que chi, que dalle, rien. C'est-à-dire que au moins une dizaine de fois dans le film, je me suis tournée vers mes potes en faisant qu'est-ce que c'est que ça? Mais pour tellement de trucs, il y a tellement de trucs qui vont pas dans ce film. C'est archi confus. C'est complètement erratique au niveau des thématiques. Ils ont même pas la fesse entre deux chaises, ils ont la fesse entre 5 chaises dans ce film. Vous savez, la blague du scénariste qui dit oui à tout. Bah là, c'est totalement ce qui s'est passé. Les scénaristes, les producteurs, ils ont dit oui à tout ce qu'on leur a demandé. Des explosions sous l'eau, oui. Des méchants requins, oui. Des méchants poulpes, oui. Des méchantes étoiles de mer, oui. Des méchants partout, oui. Des crocodiles préhistoriques, bien sûr. Des explosions, des mecs qui surfent en jet ski, évidemment. Ils ont dit oui à tout. À absolument tout. C'est n'importe quoi. Et le problème, c'est que ça te sort complètement du film. Et ça, c'est juste désastreux parce que le fait que tu sortes de l'action et que tu sois pas investi émotionnellement dans les moments de tension de ton film parce que ça n'a pas de sens, fait que tu perds totalement le côté badass qui est l'une des rares choses que l'on vient chercher dans ce genre de film. Jason Statham n'est pas du tout badass dans le film parce que ce qu'il fait est juste impossible. Pas impossible au sens de notre science, mais même impossible au sens de la logique de son propre univers dans le film. Et c'est vraiment terrible. Et c'est d'autant plus désastreux et terrible que c'est couplé à un rythme
hyper mauvais. Le rythme est vraiment très 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 mal géré dans le film. Je pense honnêtement que la totale incohérence de l'action, mais qui va pas assez loin pour être satirique non plus, aurait pu être plus supportable s'ils avaient mieux géré les phases d'action, les phases de creux, les phases de dialogue, les phases d'histoire, les phases de background, etc. Là, c'est encore une fois complètement confus, complètement erratique. Il y a des scènes d'action qui sont archi longues pour rien, et du coup tu commences à penser à autre chose parce que comme c'est très incohérent, déjà t'es pas investi, mais en plus comme c'est hyper long, le combat il dure et ça tourne en rond et bof. Il y a des scènes d'action à la fois qui sont hyper courtes. Je pense notamment à la scène de la pompe à essence, mais what the fuck d'ailleurs cette scène. J'ai des traumas qui reviennent les gars, j'ai des traumas là. Mais la scène de la pompe à essence, elle est hyper courte, il se passe 1000 trucs incohérents là-dedans et voilà, ça passe comme ça, enfin vraiment. Donc vraiment, le rythme est super mal géré au niveau des scènes d'action, mais pas que les scènes d'action, les scènes d'exposition. Le début du film est totalement expédié alors qu'il s'est passé des mouse trucs, genre d'où ils ont sorti leur requin de compagnie. D'où il sort? Ils te mettent une phrase en mode « Ah, en fait, on a un requin de compagnie. » Ok, très bien. Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Ah, au fait, la gamine, elle a un bac plus 12 à 14 ans. Ah, ok, très bien, pas de souci. Aucun background, aucune explication. Il y a des personnages qui ont littéralement disparu entre les deux films. Et c'est une suite directe, et on sait pas où ils sont. Disparu. Pourquoi on nous explique pas tout ça? Parce que vite, le film il veut rentrer dans l'action, vite, parce qu'il a plein d'idées, des explosions de partout, machin, plein de méchants, plein de créatures, plein de bidules. Sauf que comme on t'explique rien, comme le rythme va trop vite au début et qu'à la fois c'est trop lent pendant certaines scènes, et que la confusion générale, c'est un désastre. C'est un désastre, je vous jure. La dernière fois que j'étais aussi contrariée au cinéma et que j'étais aussi déçue et aussi atterrée, c'était pour 65 la Terre d'avant. On me dirait ça fait pas très longtemps, disons que cette année on les cumule. Mais vraiment j'étais triste parce que je suis sortie du premier film hyper agréablement surprise et je suis sortie de ce second film, la hype du premier avait d'autant plus augmenté ma déception du second. On va résumer tout ça dans le bilan. J'ai personnellement beaucoup aimé le premier film et ça a été vraiment une agréable surprise et je suis contente de l'avoir vu parce que c'est vraiment un petit film d'action qui paye pas de mine et qui passe très bien et qui est sympathique autour des requins, et comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des films que je vois beaucoup, donc je suis contente d'en ajouter un petit peu à mon background ciné de ce côté-là. C'est absolument pas le film de l'année, c'est absolument pas un chef-d'œuvre cinématographique, il y a rien de particulier ni dans la façon dont il est filmé, ni dans la façon dont il est rythmé, ni dans la façon dont il est écrit, mais il est fonctionnel, il fonctionne, il est cohérent avec lui-même, et tu t'ennuies pas pendant 1h50, ce qui est tout à fait louable au vu de la thématique de base. Mais alors par contre, le second a du coup été une énormissime déception. Ce second film en eau très profonde est un désastre. Je peux pas vous dire ça autrement. Alors évidemment, ce n'est que mon avis totalement subjectif par rapport à mon expérience. Vous pouvez totalement l'apprécier, vous pouvez lui trouver des qualité, mais moi j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose de bien dans ce film. Il aurait pu être satirique mais il va pas assez loin pour l'être, du coup il est malaisant et plutôt ridicule. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est l'orgie d'action, c'est l'orgie d'explosion, c'est l'orgie de machin, de trucs, mais du coup ça part dans tous les sens, c'est extrêmement confus, très mal écrit, très mal équilibré, pas intéressant pour un sou parce que du coup tu t'investis émotionnellement dans rien du tout. Tu t'investis émotionnellement dans aucun personnage, tu t'investis émotionnellement dans aucun moment de tension, aucun moment d'action. Tu sors du film plusieurs fois parce que le film est pas cohérent avec son propre univers. C'est terrible. C'est terrible. Je dirais même plus, c'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, le tout début, le Jason Statham éco-terroriste, qu'on ne revoit plus du tout du reste du film, je le trouvais intéressant celui-là. Ça aurait été intéressant de tourner une thématique un peu ridicule entre guillemets sur les requins préhistoriques, en protection de la faune et de la flore, en sensibilisation sur la pollution des océans, sur la découverte de nouvelles espèces. Ça aurait été hyper cool, et alors pas du tout. C'est vraiment dommage. Et ça nous démontre une fois encore par un exemple assez accessible, puisqu'on compare le premier et le second sur un même concept qui est le concept de requin géant, tueur et menaçant, que c'est pas si facile que ça de faire un film simple. C'est pas si facile que ça de faire un bon petit film d'action. C'est pas forcément des films qui vont être applaudis par la critique, c'est pas forcément des films qui vont avoir des Oscars, mais c'est pas non plus simple de les réaliser. Et là où le premier film a réussi brillamment, à bien équilibrer, à bien apporter son histoire, etc., le second, là, pas bien fait. Et ça nous montre que, au final, il suffit pas juste de faire n'importe quoi pour faire un film fun. Du coup, est-ce que je vous le recommande? Je ne sais pas, peut-être pas. Non, je ne vous le recommande pas du tout, vraiment, j'ai perdu 1h50 de ma vie. Heureusement que j'ai l'abonnement illimité au cinéma, donc j'ai pas totalement perdu de l'argent. Et en soi, je suis quand même contente d'être allée à cette soirée spéciale parce que j'ai passé un bon moment sur la première moitié de la soirée et sur le premier film. Mais pour le coup, waouh, quel désastre, quoi. C'était... Wouh.
Non, je peux pas vous recommander de voir ça. Regardez-le chez vous si vous avez la curiosité morbide de voir ce film s'auto-détruire et ce concept s'auto-consumer durant tout le film. Et notamment pour l'exceptionnelle scène de la pompe à essence qui est clairement le pompon sur la Garonne de la cerise du gâteau de ce film. Mais voilà, c'était clairement pas la meilleure expérience que j'ai eue cette année au cinéma. Donc nous en terminons ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur En eau trouble et en eau très trouble jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais. Ça aide YouTube à référencer la vidéo dans son algorithme et à la mettre en avant. N'hésitez pas également à me laisser votre avis en commentaire, dites-moi si vous avez vu le premier film, dites-moi si vous avez vu ce second, dites-moi si je vous ai motivé à aller voir ce second film, sait-on jamais, c'est des choses qui arrivent. Dites-moi si vous aussi vous avez vécu un grand moment de cinéma en allant voir ce film cette semaine. Et si jamais vous ne connaissez pas la chaîne, ne vous inquiétez pas, on ne parle pas que de sorties désastreuses au cinéma, on parle aussi de super sorties, on parle de tout d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, ça fait plaisir, c'est gratuit, mais surtout ça vous permettra d'être tenu au courant des futures vidéos que l'on sort sur l'actualité, des sorties sur plateforme ou au cinéma. Et moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être en eau très trouble, mais dans ce cas-là, je ne sais pas si on peut parler d'un bon visionnage. Surtout, prenez soin de vous, et nous on se dit à très vite. Décrocher. Non mais ça serait marrant. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème? Viens voir. Oh là, fais pas tout tomber. Bonjour mon chouchou. Les gens ils ont dit qu'on te voyait plus. Donc voilà, on voit le sissi. Qu'est-ce que c'est le problème? C'est quoi le drame? Il râle parce que j'ai fait ma valise et qu'il sait très bien que quand je fais ma valise c'est que je vais m'en aller. Je suis super stressée parce que à une période à cause de mes mutations de travail, je partais souvent. Bref, du coup voilà, j'ai fait ma valise parce que je vais à Disney, parce que mes amis et ma famille ont comploté pour que je retourne une dernière fois à Disney avant que mon pass soit terminé. Normalement c'était pas du tout prévu, donc c'est cool. Et on se retrouve pour parler de 2 films que j'ai vus cette semaine. Enfin le film original et la suite, qui sont En eau trouble et En eau très trouble. J'adore ces titres, je vais vous le dire, de toute façon je vous l'ai dit, vous avez vu la vidéo. C'est tout, il n'y a pas d'introduction particulière, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer. Regardez la trop belle tasse Sirius que j'ai trouvée. C'est officiellement la meilleure tasse du monde, elle est à l'effigie de mon chat poilu. Donc c'est la meilleure du monde. Si vous voulez la même, parce que les chats noirs sont des êtres supérieurs que nous devons tous vénérer, c'était chez Flying Tiger. Voilà, et il y a toute une collection, il y a un verre, une tasse, des coupelles, enfin bref j'ai tout acheté parce que j'ai des problèmes. Et c'est un café, ça faisait un moment qu'on n'avait pas bu de café mais il faisait frais aujourd'hui, ce qui est bien, je me réjouis, je suis enthousiaste de par cette information. En plus là, je filme la vidéo et genre dans 30 minutes je prends la route, donc café, voilà. Ça, oh là là, on perd les bonnes habitudes, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Il fait nuit dehors, j'espère qu'avec mes moult éclairages, ça se voit pas trop. Il faut que lui je le rapproche. Mais il fait noir, il fait nuit. Ouais, on part de nuit, on fait la route de nuit. Bref, faut que j'arrête de raconter n'importe quoi. Let's go. Ah, qu'est-ce que c'est chaud? On est prêt. Quand il fait noir, c'est toujours compliqué de régler, mais je pense que là, on est pas mal. Yes. Who knows? Ça suffit. À ta place, allez. Allez. C'est bien mon bébé. Tu fais le dodo? Tu fais le dodo? Super. Le premier est sorti le 22 ours. Voilà. Nous avons une petite surchauffe de la machine, excusez-nous. Nous sommes de retour parce que je l'ai poussé au max là vu qu'il fait nuit dehors. Bref. J'ai terminé, ça a été laborieux, j'ai tourné beaucoup plus longtemps que prévu, j'ai 49 minutes de rush, c'est énorme sur ces 2 films où j'avais pas grand chose à dire, mais c'est parce que je me suis énervée, quand je m'énerve je parle trop. Du coup je vais pas rester longtemps, je vais vous laisser parce que on a de la route à faire comme je vous l'ai dit, donc je vais y aller, je finis mon café qui est maintenant froid, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas râlé autant, mais là vraiment depuis 65 latérales avant, j'avais pas vu un truc aussi affligeant, triste. C'est pas affligeant le terme, c'est triste, c'est vraiment triste, d'autant que vraiment je vous dis, Jason Statham éco-terroriste, je trouvais qu'il y avait du potentiel et... Pourquoi quand il y a un choix à faire, ils font le mauvais choix? C'est ça qui est triste, en fait c'est crispant parce qu'ils font le mauvais choix, enfin bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette scène post-générique, ciao.